Nobody draws until this hits the ground. You ready? Comment John Carpenter est-il devenu le maître de l'horreur ? Draw. I know what you're thinking. Aujourd'hui considéré comme le maître de l'horreur, John Carpenter a pourtant dû batailler plusieurs décennies pour obtenir cette reconnaissance. Sa carrière est en effet partagée entre succès de série B, expériences difficiles au sein des studios et rejet massif de ses plus grands films. Cet amoureux de western intègre la prestigieuse USC en 1968. Il y réalise Dark Star, un film de fin d'études transformé en long métrage une fois son diplôme en poche avec l'appui d'un producteur canadien. Malgré un Saturn Award des meilleurs effets spéciaux, le film passe inaperçu et le réalisateur est contraint d'écrire des scénarios, faute de propositions. Dark Star was released in 1975. And after that, I thought that would propel my directing career, and I thought this limo was going to pull up and they'd ask Mr. Carpenter, we're ready to go to the set now for you to direct. And that didn't happen. And no one wanted me for anything. So essentially, I realized I have to write some screenplays. Il parvient à financer l'un d'entre eux, un remake contemporain de Rio Bravo d'Howard Hawks, situé dans un ghetto de Los Angeles, tourné en 20 jours pour un budget de $150 000. Assault on Precinct 13 rassemble tout ce qui caractérise le cinéma de John Carpenter. En racontant l'association entre un policier, des personnels administratifs et des prisonniers pour repousser les membres d'un gang prenant d'assaut un commissariat en cours de fermeture, le réalisateur transpose un pur récit de western dans le genre du polar urbain. Un concept décliné tout au long de sa filmographie, composé essentiellement de westerns cachés dans le film d'anticipation, la science-fiction, le body snatchers ou le film de vampire. And they had to survive inside this jail against forces of evil outside. It's something that appealed a great deal to me. Not just in westerns, but that general plot. I've remade that 100 times myself as a horror film. So this plot, really? Oh yeah, people trapped someplace, and outside the forces of evil are going to come and get them. La menace, à savoir le gang du ghetto de Los Angeles, bascule le film progressivement dans le cinéma fantastique. D'abord caractérisé à travers les 4 leaders, incarnation d'un mal qui sème la terreur dans le quartier, tuant sans motivation quiconque croise leur route, le groupe est ensuite dépeint comme une masse uniforme qui avance vers son objectif. Une attitude qui évoque les zombies de Night of the Living Dead de George Romero. Une représentation qui agit en reflet de la séquence d'introduction, tournée en post-production à la demande des producteurs voulant rajouter de l'action, où le réalisateur nous place du point de vue des voyous. Les policiers sont déshumanisés et uniquement vus à travers leurs fusils. Carpenter base sa mise en scène sur l'utilisation du cinémascope, un format qui élargit le cadre et lui permet d'utiliser l'ensemble des éléments à l'écran. Dans Assaut, alors que le film bascule vers le huis clos, il accentue la sensation d'enfermement des personnages. Un parti pris que reprendra Quentin Tarantino dans The Hateful Eight, qui s'inspire de The Thing de Carpenter. I've come up with a test that can determine if it was any of us who had the head lice. We're gonna find out once and for all who had head cooties. So if an infected person's blood is touched by this hot metal coil, say, that person's blood will jump 10 meters into the air. That's retarded. You didn't come up with that experiment, Carbon. You saw it in that movie, The Thing. Surtout, sa mise en image se démarque des normes imposées par le nouvel Hollywood dans les années 60 et 70 pour un style beaucoup plus proche des grands cinéastes classiques. Les travelling sont lents et stables, les panoramiques longs et les cadres souvent fixes.
Got a smoke? Nope. Une approche qui sert la mise en place de l'histoire, où un champ contre champ délimite les principaux lieux de l'action, et un panoramique présente l'intérieur du commissariat. Plus encore, avec Napoléon Wilson, le film impose un personnage typiquement carpenterien. Présenté comme dangereux, il révèle progressivement sa nature courageuse et héroïque. C'est par ses actes qu'il est caractérisé et gagne la confiance des policiers. Ce personnage de rebelle prêt à dégainer le doigt d'honneur à tout moment traverse la filmographie de Big John. Snake Plissken est l'exemple le plus emblématique. Individualiste, désabusé, en marge du système, et dont le besoin de liberté est inaltérable. Il est celui qui reste debout devant un gouvernement fasciste. I now render this final solution. Welcome to your very own map to the stars. Sure, we all know the big one wiped out the entertainment industry here in LA, but the glamour and excitement of Hollywood is still alive. Very funny. John Nada, I have come here to chew bubblegum and kick ass. MacReady, Jack Crow, Désolation Williams et même Jack Burton sont autant de figures typiques de l'univers du cinéaste, en opposition au cinéma des années 70, dont les personnages sont à la frontière entre bien et mal. Un parti pris qu'il poursuit avec Halloween, maître étalon du slasher encore inégalé aujourd'hui, y compris par ceux qui tentent de le copier au plan près. Michael Myers est explicitement décrit comme le mal absolu, ses actes n'ont ni mobile ni justification. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. C'est à nouveau par sa mise en scène que Carpenter fait de ce petit film un classique du genre. Dans sa première partie, le réalisateur suggère la présence de Michael Myers à chaque instant. Il se cache, rôde, observe, apparaît puis disparaît du cadre. Un comportement qui en fait un personnage surnaturel. Lors de la nuit des meurtres, le cinéaste filme de très longues séquences, utilisant la largeur du cadre et la profondeur de champ, suggérant ainsi la présence du tueur. Le spectateur, tendu, s'attend à voir surgir Michael Myers à tout moment. Cette utilisation de l'espace devient une marque de fabrique du réalisateur, où la menace vient de l'arrière-plan. Halloween devient à sa sortie l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma et lance la carrière de Carpenter qui confirme avec The Fog et Escape from New York, deux succès lui ouvrant les portes du studio Universal qui lui offre le plus gros budget de sa carrière avec The Thing. Hélas, l'énorme échec du film, couplé à sa réception désastreuse, aussi bien critique que publique, oblige le cinéaste à s'éloigner des studios et revenir à la série B hargneuse de ses débuts. Tourné suite à l'échec du formidable Big Trouble in Little China, Prince of Darkness est un retour aux sources salvateur pour Carpenter. Dégoûté de son expérience sur son précédent film, il revient avec un budget de 3 millions de dollars et un tournage de 30 jours dans un lieu unique. Le prix pour une totale liberté artistique. Prince of Darkness came from my being fed up with studio films. And I was watching one of Dario Argento's movies. It was Inferno. And I thought, he's just free. He has a freedom to do this crazy shit. I love this. Why can't I do something like this? So I decided, you know what, fuck them. I'm gonna do it. Il retrouve Donald Pleasence dans le rôle du père Loomis, clin d'œil à son personnage de psychiatre dans Halloween.
Avec l'aide d'un professeur de physique quantique et de ses étudiants, il analyse un mystérieux cylindre contenant un liquide vert dans le sous-sol d'une église abandonnée de Los Angeles et qui renferme l'essence de l'Antéchrist, pendant que de mystérieux sans-abri prennent d'assaut l'église. Libéré des contraintes des studios, Carpenter revient à l'essentiel de son cinéma. Un cadre westernien, un huis clos, des personnages assiégés par une menace venue de l'extérieur et qui affrontent un ennemi qui les contamine de l'intérieur. Prince of Darkness est ainsi le reflet de The Thing. L'un est un film de studio doté d'un budget important, l'autre un film indépendant au budget réduit. Les deux films se déroulent dans un lieu clos, l'un dans un environnement glacial, l'autre dans une chaleur étouffante. Chacun traite de la contamination entre les personnages. Enfin, dans les deux cas, Carpenter déploie un sentiment de méfiance, de paranoïa, de claustrophobie. Dans The Thing, la méfiance est telle que les personnages finissent par s'entretuer, suggérant ainsi que la menace est la chose, mais également eux-mêmes. Dans Prince of Darkness, ils doivent combattre ceux qui sont possédés par le mal. Les deux films sont imprégnés d'une atmosphère apocalyptique. Un décor sinistré, des flammes évoquant l'enfer, et deux personnages se sachant condamnés qui attendent la fin. The Thing se termine sur une note aussi glaçante que le lieu de l'action. Dès son générique, Prince of Darkness donne le sentiment que l'apocalypse approche. L'ombre du mal plane sans cesse au-dessus des personnages, jusque dans ses rêves étranges, visions de l'apocalypse à venir. Un monde qui fonctionne en miroir d'une autre, symbolisé par la présence de miroirs tout au long du film, et par lesquels l'humanité va faire venir l'Antéchrist. Une conclusion en forme de fatalité, un plan qui symbolise la défaite de l'humanité, un dénouement que l'on sait écrit d'avance, si bien que le réalisateur n'a pas besoin de le montrer. Car à travers sa mise en scène, le cinéaste annonce cette fatalité au cours du film. Déployant d'abord un cadre large pour introduire le lieu et les personnages, Carpenter écrase progressivement le cadre à l'aide de longues focales et éclaire ses séquences à l'aide d'une simple lampe torche ou de reflet, suggérant un état de siège de plus en plus oppressant, ainsi qu'une absence d'issue pour les personnages. Prince of Darkness est selon Carpenter lui-même le second volet d'une trilogie de l'Apocalypse. Sa conclusion est In the Mouth of Madness en 1995. Do you read Sutter Kane? Le film apparaît comme une synthèse des deux précédents volets. Une œuvre inspirée de Lovecraft, un lieu clos d'où le héros ne peut s'échapper, le mal tapis dans l'ombre. Une menace évoquant à la fois le western et le film de zombies, un monde parallèle maléfique. Le film suit la descente aux enfers d'un homme cynique, ne voulant pas croire à ce qui se déroule sous ses yeux, et qui finit par sombrer dans la folie. Une œuvre empreinte d'une ironie permanente qui nous laisse imaginer le réalisateur rire à gorge déployée devant le spectacle de l'apocalypse. Prince of Darkness rapporte près de 5 fois son budget au box-office. Carpenter enchaîne un an plus tard avec The Leave, un film dans la lignée des Body Snatchers où un sans-abri découvre que le monde est dominé par des extraterrestres ayant pris une apparence humaine. What's your problem? Ils asservissent la population par la diffusion de messages subliminaux cachés dans la presse, les médias et la publicité. Un film toujours d'actualité où les laissés-pour-compte se dressent contre ceux qui sont à la tête des institutions du pays. Médias, banques, police. Un nouveau succès modeste, suivi hélas par deux nouveaux échecs au sein des studios, avec Memoirs of an Invisible Man et Escape from LA. Deux échecs cuisants dont il ne s'est jamais relevé. Car Vampires et Ghost of Mars, s'ils portent en eux la marque du cinéaste, ne font pas partie de ses grandes réussites.
Quant à The Ward, c'est avec tristesse que l'on pense que ce film tourné par un Carpenter fatigué est le dernier de sa carrière. Une triste fin pour un cinéaste marginalisé au sein d'un système qui ne lui a pas pardonné sa liberté de ton et son indépendance. Freedom's up. In America, I died a long time ago. Un prix à payer pour une totale liberté et une brillante carrière, parsemée de nombreux films ayant marqué durablement le cinéma. Une empreinte encore visible lorsque l'on constate le nombre de suites, remakes, préquels ou copies de ces films qui existent. Aujourd'hui, ce n'est plus derrière une caméra mais derrière un synthé que Carpenter s'amuse. Et s'il manque au cinéma d'horreur actuel, la trace qu'il lui a laissée reste, elle, indélébile. I would change nothing about my career. Not that I could, but I would change nothing about it. Now, I'm delighted with the movies I've made. A couple of them that they're not my favorites, but I can watch them again and say, well, that's not bad. You know, fuck them if they don't like it. We'd make one hell of a team, Snake. The name's Pliskin.